Bonjour et bienvenue dans Café Digital. Cette semaine, je reçois Marc Ménassé, c'est le fondateur de Men-Look, le distributeur en ligne d'articles de mode pour hommes uniquement. Marc, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors, vous avez annoncé la semaine dernière, enfin il y a quelques jours, une levée de fonds, 23 millions d'euros. C'est un chiffre qui fait rêver dans le contexte actuel. Vous êtes un petit peu l'entreprise qui cristallise les regards du monde entrepreneurial. Est-ce que vous pouvez nous raconter tout d'abord comment est-ce que vous avez organisé cette levée de fonds et puis à quoi elle va servir surtout? Donc Men-Look, c'est une entreprise qu'on a montée il y a 4 ans avec différentes étapes dans sa vie. La première année, on est né en France, donc on a attaqué le marché français. La deuxième année, on a ouvert 2 France à l'international. Et notre troisième année, on a fait une acquisition à l'international en Angleterre qui nous a plutôt structuré de façon importante et qui a permis de nous développer fortement à l'international. Et cette levée de fonds, elle accompagne ni plus ni moins qu'une troisième grande étape qui est de booster notre entreprise internationale, donc sur d'autres marchés. On vend déjà dans 120 pays. Mais on va s'installer dans d'autres marchés pour pouvoir accélérer. Deuxièmement, on va ouvrir l'écosystème Men-Look à des marques et des marchands tiers, dans lesquels on aura seulement une relation à travers le digital. Donc ça s'appelle une marketplace. Elle sera très sélective, toujours dans l'ADN de Men-Look. Et enfin, on va accélérer sur nos marques propres, puisque Men-Look a aussi vocation à créer ses propres produits sur des produits plutôt basiques et en faire vraiment un flagship. Voilà, donc c'est une super étape. C'est vrai que 23 millions, c'est un chiffre qui est important dans l'écosystème français, mais j'ai envie de dire que c'est le vrai moyen de pouvoir monter un acteur qui soit global et qui puisse gagner une sorte de victoire sur un marché concurrentiel, quoi. Oui, parce qu'on va revenir justement sur le développement à l'international. Vous avez déjà 3 bureaux, un en France et puis 2 à l'étranger. Oui. Quelles sont justement les cibles prioritaires et puis comment est-ce que vous comptez mettre en œuvre ce développement à l'international? Ça passe comment? Est-ce que vous comptez changer de marque ailleurs? Ça passe par des acquisitions? Quel va être le processus de déploiement? Alors, on a vraiment, on va dire, 2 voies qui sont parallèles et qui ne sont pas exclusives l'une à l'autre. On a une première voie qui est en effet grandir en organique, typiquement donc installer des bureaux qui ont vocation à gérer plutôt du commerce et du marketing en local pour être plus près du consommateur, parce que vraiment notre enjeu c'est d'être très proche du consommateur. Et ensuite, toujours avec un stock centralisé et avec une logistique centralisée pour pouvoir mutualiser nos ressources. Et ensuite, une deuxième voie qu'on aime bien, parce qu'on est dans des entrepreneurs, c'est s'associer à des projets qui sont locaux et qui nous permettent de encore mieux exister sur typiquement le modèle de l'entreprise qu'on a racheté en Angleterre qui s'appelle Okini et qui était un indépendant du secteur de la mode en ligne. Alors vous avez parlé d'un secteur extrêmement concurrentiel. Justement, comment vous faites pour vous positionner différemment face aux Français vente privée par exemple, aux Britanniques ASOS ou à Zalando encore? Alors, vente privée, on est très différent d'eux puisqu'en fait, nous, on a un modèle de grand magasin, donc on vend les collections en cours des marques, donc ce qui est vraiment en ce moment dans les magasins physiques. Et vous achetez le stock et on porte le stock absolument en trouvant des modalités avec les fournisseurs et les marques. Ensuite, sur la différenciation par rapport à notre concurrent, on va dire on est une destination plutôt assez sélective avec des marques qui vont de l'entrée de gamme au premium, mais toujours en traitant très bien les marques. Donc l'offre est un vrai élément de différenciation. Le service est un énorme élément de différenciation, particulièrement sur la cible masculine, où c'est vrai que quand ça marche bien, les hommes sont assez fidèles. Donc on vient de lancer récemment une offre qui s'appelle Georges, qui est l'offre de stylisme privé sur georgesprivé.com et qui permet en fait d'avoir un styliste au téléphone et qui remplit derrière une malle et qui envoie une malle gratuitement au client. Et ensuite avec... C'est-à-dire que juste cette cible masculine, pour la séduire, vous êtes obligé d'allier une offre plus traditionnelle, c'est-à-dire un contact par téléphone, un envoi physique des produits, avant que justement ne se passe le déclic d'acheter en ligne? Oui, un homme c'est assez rationnel et je vais vous dire, il faut qu'il fasse très froid pour qu'il s'achète une doudoune. Donc le fait est, et derrière quand le service par contre est bon, il est extrêmement fidèle. Donc le point c'est qu'en effet, on a 3 piliers dans notre stratégie, c'est l'offre. Bon, ça, c'est la clé, c'est le produit qu'on vend, les marques, etc. disponibles. Le deuxième, c'est le service. Et le troisième, c'est le contenu, quelque chose sur lequel on investit énormément parce que ça permet de créer cette capacité de projection chez l'homme parce que l'homme, il a plein de qualités, mais il n'est pas très imaginatif, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, dès qu'on lui propose des choses, il se dit « Ah, pourquoi pas ?» et le « pourquoi pas » se transforme plutôt bien en acte d'achat. Et quel est le panier moyen chez vous et quel est le profil type, on va dire, de votre client? Alors, le panier, donc on a un profil client typiquement entre
cœur de clientèle entre 30 et 40 ans, qui sont des hommes qui n'aiment pas trop le shopping, qui bossent pas mal et donc ils ont envie d'aller dans une expérience qui soit la plus efficace possible. Et ensuite, notre panier moyen est à 170 € et on va dire, en fonction des pays, il va de 130 à 250 €. Et quelle est la stratégie M-Commerce? Parce que justement, durant cette levée de fonds, vous avez beaucoup parlé de vos objectifs, oui, mais finalement très peu de tout ce qui concernait le M-Commerce. Pourquoi? Le M-Commerce, donc c'est natif, on va dire, dans notre stratégie. Vraiment, c'est intégré tous les jours dans le quotidien de l'entreprise. On a plusieurs choses. On a déjà proposé une expérience, on va dire, qui soit bonne sur l'ensemble des supports, que ce soit le mobile, la tablette ou l'ordinateur, le desktop. Donc ça, on a déjà une plateforme, ce qu'on appelle en responsive design, je suis désolé de l'anglicisme, mais c'est ce qui se dit, c'est un seul site qui s'adapte à l'ensemble des supports. On lance notre nouvelle plateforme là avant la fin d'année qui va améliorer encore cette expérience et on va jusqu'à customiser l'offre produit. Donc si par exemple vous downloadez notre application, vous téléchargez notre application, vous verrez qu'il y a une offre qui s'appelle le Men Look Today, qui est une offre exclusive à notre application iOS et qui permet d'avoir 50% de réduction sur un produit par jour. Alors, vous êtes un serial entrepreneur, comme on dit. Men Look, ce n'est pas votre première entreprise. Et vous avez également monté l'association professionnelle France Digital il y a maintenant 2 ans. Vous l'avez cofondée. Donc, un petit mot sur le contexte actuel pour les entrepreneurs. On voit que de tous les bords, finalement, tout le monde commence à se rebeller avec, par exemple, je pense au MEDEF, hein, donc tout le patronat confondu, qui a lancé une semaine de mobilisation. Est-ce qu'il y a un vrai ras-le-bol fiscal, économique, social? Alors, France Digital, c'est une association qu'on a cofondée avec des personnalités, on va dire, du digital en France en 2012, mi-2012, et notamment c'est une association qui a permis aux pigeons de pouvoir avoir un discours, en plus de ce qu'on faisait auparavant, d'avoir un discours plus formé vis-à-vis du gouvernement et plus formel. On va dire nos combats, c'est en effet favoriser le terrain de l'entrepreneuriat en France, que ce soit d'un point de vue fiscal, que ce soit d'un point de vue légal, enfin législatif, ou que ce soit d'un point de vue de la culture, on va dire, de l'entreprise. Arrêter l'entrepreneur bashing sur le thème l'entrepreneur c'est des grands patrons, les entrepreneurs c'est pas des grands patrons, donc éviter faire en sorte que les gens comprennent et qu'ils évitent ces amalgames et faire en sorte de faire comprendre au pouvoir public que le web et le digital c'est une compétition mondiale, que Paris est sur la place et la France est sur la place de la compétition mondiale et qu'il faut qu'on soit meilleur que les autres. Est-ce qu'il y a un vrai ras-le-bol fiscal, par exemple? Oui, il y a un ras-le-bol fiscal. Franchement, ça serait vous mentir de vous dire qu'il n'y a pas de ras-le-bol fiscal. Surtout que quand on monte sa boîte sur Internet, on peut la monter à Londres, on peut la monter à Berlin, on peut la monter à Paris. Donc notre job, c'est de bosser avec les pouvoirs publics main dans la main pour pouvoir y arriver. On n'y est pas encore, on continue de le faire et France Digital est très bien placée aujourd'hui et à l'écoute de tout ce qui se passe en France. On a l'impression qu'il y a parfois une vraie déconnexion entre la culture digitale actuelle et puis la culture digitale auprès des pouvoirs publics, par exemple avec ce vote européen qui appelle ce vote européen symbolique qui appelle au démantèlement de Google. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Ce que je pense en France, déjà, c'est qu'en France, c'est de moins en moins le cas, justement, parce que j'ai tendance à dire qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui font partie de France Digital ou pas, qui bossent justement pour qu'il y ait ce gap qui soit rétréci au maximum. En Europe, on est encore loin quand on voit justement les propositions de loi qui sont faites. Enfin, je suis désolé, mais c'est absolument une hérésie. Il y a aucune légitimité à séparer le search de la recherche de Google de ses activités commerciales. Ça fera que ni plus ni moins rentrer éventuellement un autre acteur qui sera américain. Enfin voilà, donc je pense pas que ça soit la bonne solution. Je pense qu'encore une fois c'est un problème de pédagogie, voilà, vraiment, et de raconter l'histoire, et donc on a encore du boulot et on est là pour ça. Parce que le problème finalement c'est qu'il n'y a pas encore de voix, on va dire, européenne du numérique. Oui, absolument, c'est très vrai, il n'y a pas de voix européenne et chaque association finalement localement est en charge et parle à l'Europe et c'est vrai que depuis on va dire 12 à 18 mois on commence entre associations à se parler pour éventuellement déjà se mettre d'accord parce qu'il y a des gens qui ont des choses à dire et le débat est plutôt positif d'ailleurs et ensuite être à l'unisson vis-à-vis de la communauté européenne. Oui, donc c'est quelque chose qui est en train de se passer. Merci beaucoup Marc Ménassé. Merci à vous. À bientôt. Merci. Café Digital, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité.